On va s'intéresser aux dépenses de défense de la Russie dans un contexte particulier. Les États-Unis viennent d'approuver des ventes d'armes à l'Ukraine pour renforcer sa défense aérienne. Et cela fait suite, vous le savez, au tournant pris par Donald Trump la semaine dernière, promesse de fournir des équipements militaires supplémentaires à l'Ukraine à travers l'OTAN et ultimatum de 50 jours à la Russie pour mettre fin à son offensive sous peine de sanctions sévères. Mais face à cela, eh bien, on sait que la Russie est une machine de guerre, qu'elle est en pleine économie de guerre et selon les renseignements ukrainiens, eh bien, Moscou prévoit de dépenser près de 1100 milliards de dollars en réarmement d'ici 2036 en prévision d'une éventuelle guerre à grande échelle. Et on va regarder les détails de ce que disent les renseignements militaires ukrainiens avec vous, Laura. Ouais, un plan de grande ampleur, en effet, de quoi peut-être sans doute encore éloigner un espoir de cesser le feu et de mettre fin à la guerre. Selon le chef du renseignement militaire ukrainien, Moscou a prévu de dépenser 1100 milliards de dollars, soit 950 milliards d'euros en réarmement au cours des 11 prochaines années, en prévision d'une éventuelle guerre à grande échelle. C'est un article du Parisien qui nous l'apprend aujourd'hui. Kirilo Boudanov indique qu'il y a une mobilisation totale de la politique de l'économie et de la société de la Fédération de Russie pour se préparer à la guerre à très grande échelle à venir, a déclaré lors de la réunion annuelle des ambassadeurs ukrainiens Kirilo Boudanov dans des propos rapportés par la chaîne Telegram. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un budget plus gros que toute l'Europe réunie. Il s'agirait du programme d'armement le plus ambitieux de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait d'ailleurs affirmé le 30 avril dernier que la Russie était prête à intensifier son effort de guerre à des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale, affirmant que des millions de civils soutenaient l'armée en faisant don de nourriture, de fournitures et d'équipements. Dans le cadre de ce plan, à l'horizon 2036, la Russie a déjà commencé la refonte de sa propre armée en créant de nouveaux districts militaires, Moscou et Leningrad, et prépare à former des divisions et des unités militaires supplémentaires, toujours selon le chef du renseignement du ministère de la Défense. Depuis l'année dernière, on apprenait que le Kremlin envisageait d'augmenter ses dépenses militaires. Vladimir Poutine avait ordonné que plus de 130 000 Russes âgés de 18 à 30 ans soient renvoyés au service militaire d'ici à la fin de l'année, ce qui a également forcément un impact sur les finances, l'économie, les impôts, la hausse des impôts. Le chef du Kremlin avait aussi rappelé qu'en 2025, la somme consacrée à la défense représentera près d'un tiers des dépenses fédérales et plus de 2 fois les investissements de politique sociale. Si on ajoute les dépenses liées à la sécurité intérieure, cela correspondra au total à environ 40% du budget. Derrière cette démonstration de force, Moscou laisse entrevoir une possible inflexion dès 2026, signe que la pression économique commence à peser. Reste à savoir si cette stratégie est soutenable sur le long terme. Effectivement, merci beaucoup Laura pour toutes ces précisions. 1100 milliards de dollars d'ici 2036, Michel Fayad, c'est finalement fidèle à ce qu'a annoncé Vladimir Poutine, quand on regardait les chiffres de ces dernières années et qu'on les projette sur 10 ans, c'est tout à fait conforme. C'est conforme, et puis on l'a quand même déjà commencé à le voir sur le terrain, puisque la Russie n'avait pas de drones et petit à petit a développé son programme de drones. Aujourd'hui est capable de produire des drones de très forte et de très grande technologie. Donc oui, il y a un accent qui est mis, tandis que nous, par exemple, en Europe et en France en particulier, on a des difficultés quant à notre budget militaire. La Russie, elle, n'hésite pas à vraiment mettre le cap dessus. Maintenant, il y a quand même une économie qui souffre, parce que, en fait, si on regarde la croissance économique russe depuis le déclenchement de la guerre jusqu'à aujourd'hui, on voit en termes de chiffres une augmentation de 7 à 8 points, ce qui est énorme. Par contre, quand on regarde de plus près, on voit que cette croissance, elle est portée quasiment uniquement sur l'aspect justement militaire et sécurité et défense. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez dit, que d'un point de vue civil, la Russie est en train de pâtir énormément. Et donc à ce moment-là,
il y a d'énormes problèmes qui se posent. Quand on donne plus de 20% taux d'intérêt aux gens qui ont leur argent à la banque, on détruit forcément l'investissement dans le pays, parce que les banques elles-mêmes, au lieu de prêter de l'argent aux gens qui veulent investir dans l'activité économique du pays, préfèrent mettre leur argent dans les bons du trésor du pays, de l'État, et récolter les 20% qui leur sont promis. D'autant que il y a quelque chose qu'il faut aussi, je pense, dire, c'est qu'en Russie, l'économie, elle est contrôlée essentiellement donc par des banques qui appartiennent à l'État, comme VTB, comme Sberbank. C'est pas comme en France où on a la plupart de nos banques sont des banques privées. Chez eux, ce sont des banques d'État. Intéressant ce que dit Michel Fayad. Effectivement, si la guerre s'arrête, il y a un petit problème aussi économique qui pointe le bout de son nez pour Vladimir Poutine. Les banques en question ont déjà commencé à se tourner vers le Kremlin il y a quelques semaines pour expliquer qu'elles pouvaient avoir de gros problèmes parce qu'elles ont beaucoup de créances douteuses, de créances qu'elles n'arrivent pas à recouvrer, et donc elles ont demandé au Kremlin comment ils pourraient les aider à recapitaliser les banques si vraiment les choses tournaient mal. On est donc vraiment à un moment compliqué pour la Russie. On a appris aussi aujourd'hui que les exportations d'essence, donc d'essence raffinée, étaient interdites. Ça avait déjà été le cas, c'est à nouveau mis en place. Preuve que les raffineries russes n'arrivent plus à fournir suffisamment de carburant, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour l'armée russe. Donc on est à moment où ils vont investir énormément d'argent, 1100 milliards de dollars, vous imaginez. Moment aussi où leur budget de défense a dépassé le budget de défense de l'Europe. Mais combien de temps tout ça va-t-il pouvoir tenir ? Oui, parce que c'est un budget qui est en constante augmentation, Magali. Depuis le début de la guerre, on a l'habitude de voir ces chiffres qui sont astronomiques. Le budget de la défense américain, c'est 1000 milliards maintenant, par an. C'est ça, parce que le russe, c'est la moitié. Non, mais c'est juste pour garder quand même un moyen de comparaison. Mais le PIB est complètement différent, bien c'est sûr. Ça. Non, mais bien sûr, mais c'est juste, voilà, ils nous disent le plan 1100 d'investissement, c'est la moitié du PIB russe de l'année 2024. Vous imaginez la moitié du PIB dans le plan d'investissement qui court évidemment sur 11 ans, c'est pas sur une seule année. Non, mais il est certain que l'effort est considérable, que ça ne cesse de monter en puissance et que donc ça prépare bien à une guerre longue. Et en fait, c'est ça le message russe. C'est d'ailleurs ce que disait le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt. D'ici 2030, la Russie va constituer une vraie menace. Tout ça est confirmé finalement par cette augmentation de ce budget militaire. Et en effet, c'est plus de 40% uniquement sur la sécurité et le militaire. Donc il y a évidemment beaucoup de secteurs qui souffrent du manque d'investissement puisque tout est mis dans la machine de guerre. Et c'est vrai que les autorités financières alertent sur le risque de récession, mais on voit bien un jusque-boutisme dans l'entourage de Vladimir Poutine et chez Poutine lui-même qui est lancé dans une fuite en avant, et c'est vraiment ce que confirment ces chiffres. Après ces chiffres, c'est Boudanov, c'est le chef du renseignement ukrainien qui le dit, et il a tout intérêt évidemment à dire attention. Bien sûr. Non, mais c'est un message pour les alliés. Tout ça est conforté, mais ça montre quand même une volonté de la part des Ukrainiens de tirer la sonnette d'alarme pour dire faites attention parce que nous sommes en première ligne aujourd'hui, mais demain c'est vous. En fait, c'est ça le message. 1100 milliards, demain, c'est l'OTAN. Pas pour faire la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça. Ça sert à rien pour faire la guerre en Ukraine. C'est pour faire la guerre à d'autres pays. C'est un projet beaucoup plus global. Notamment des pays européens. On a déjà parlé plusieurs fois. On a fait la liste. On ne va pas la refaire. Et puis surtout à terme, pour imposer sa propre vision de l'ordre mondial avec le Chinois Xi Jinping. Visiblement, c'est ça l'objectif final, au-delà de conquérir le Donbass, l'Ukraine, des pays baltes, la Moldavie, la Géorgie c'est déjà fait, c'est d'avoir un ordre mondial qui soit dorénavant géré par la Russie et surtout, a priori, par la Chine. Et à mettre Michel Fayad aussi sur le plan d'un réarmement global, Magali disait, les États-Unis aussi se réarment aussi, l'Union européenne a mis 800 milliards sur la table aussi sur plusieurs années, il y a un contexte global. Oui, et sachant que Poutine réfléchit un peu à la XXe siècle, c'est-à-dire justement cette puissance militaire. Et il y a un pays juste que je voudrais rajouter pour les Russes, c'est le Kazakhstan. Parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État avant la guerre en Ukraine, et c'est Poutine qui est venu et qui avait sauvé le président actuel. Sauf que maintenant, ce président actuel commence à prendre des distances vis-à-vis de Vladimir Poutine, et c'est quelque chose qui inquiète énormément la Russie. Et rien n'empêche que dans quelques temps,
on puisse voir peut-être une invasion du Kazakhstan par la Russie, parce que c'est vital autant que l'Ukraine, si ce n'est même plus. Parce qu'il y a... Qui ira sauver le Kazakhstan? Personne. Mais... c'est plus facile que les pays baltes, effectivement, ou que la Moldavie. Absolument, et sachant qu'il y a quand même, vous savez, pour lancer leurs fusées, c'est au Kazakhstan. Enfin, c'est vraiment très, très stratégique pour eux. À la base, dans l'URSS, c'était le deuxième pays le plus grand de l'URSS. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faudra regarder de très près en raison justement de cette prise de distance actuelle du président kazakh. Alors, en tout cas, dans le même temps, les États-Unis ont approuvé hier des ventes d'armes pour 322 millions de dollars. Deuxième vente d'armes depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Armes défensives, mais aussi des blindés. Quand on voit ces montants, qu'est-ce qu'on peut se dire, Magali? C'est trop peu? C'est trop lent? Oui, il est évident que c'est pas énorme, que ce sont des ventes d'armes. Donc, insistons toujours là-dessus. Ce ne sont pas les États-Unis qui donnent à l'Ukraine. On est vraiment dans le modèle pour lequel Donald Trump a plaidé, c'est-à-dire ce sont les Ukrainiens ou les Européens en fait qui achètent des armes pour l'Ukraine. L'idée, c'est que ça coûte zéro en fait aux Américains. On est toujours dans le même modèle. Oui, alors c'est quand même la deuxième fois que ça arrive, donc ça montre quand même qu'il y a une volonté finalement de maintenir à flot l'Ukraine. En fait, c'est le service minimum que font les Américains. Pas plus, c'est pas ce qui va leur permettre de gagner la guerre, mais au moins d'essayer de limiter la progression russe, parce que Donald Trump non plus n'a pas intérêt à une Ukraine complètement défaite au moment où peut-être à un moment, il y aura des négociations. Oui. Alors, dans ce contexte, on apprend aussi, grâce au Spiegel, que les patriotes tant attendus, les patriotes qui devaient arriver, ne seraient pas disponibles avant au moins 8 mois, c'est-à-dire pas avant le printemps 2026. Il l'explique, le Spiegel, en disant que l'Allemagne sera la première à recevoir une batterie de remplacement et elle ne recevra une nouvelle batterie qu'au printemps 2026, les autres pays devront attendre encore plus longtemps. Alors on voit vraiment ici un décalage total, Xavier, entre le timing des livraisons et les promesses qui sont faites. Oui, on a l'impression que les dirigeants européens, alors Trump, on n'en parle même pas, parce que là, Trump, c'est carrément du foutage de gueule, à mon sens, les annonces qui viennent d'être faites. C'est du matériel, je vais revenir dessus vite fait, 172 millions pour des missiles intercepteurs, mais qui ont été conçus dans les années 60, qui sont pour les Ukrainiens très très efficaces. Mais c'est vraiment un peu comme si ils faisaient l'aumône. Et puis des kits aussi pour remettre en état des véhicules blindés Bradley pour 150 millions de dollars. Alors les sommes peuvent paraître folles, mais à l'échelle de la guerre, ce sont des toutes petites sommes. Et encore une fois, comme le disait Magali, ce sont des ventes. C'est pas un don des États-Unis d'Amérique, c'est une vente pure et simple. Il va falloir d'ailleurs aussi trouver l'argent. Par rapport aux patriotes, c'est un peu la même chose. Et là, ce sont les Allemands aussi qui n'ont pas tout compris, visiblement, pas encore. Monsieur Merz, le chancelier allemand, nous a rabattu les oreilles avec ces Taurus qu'il allait donner à l'Ukraine quand des il armes à longue était dans portée qu'on attend toujours aussi. Ils les auront jamais, visiblement. Ou alors, il y aura vraiment un changement à Berlin énorme. Et là, il a l'occasion de donner des batteries de défense antiaérienne patriotes qui peuvent sauver des vies civiles dans les villes ukrainiennes. Il attend d'avoir sa batterie de remplacement. Et au lieu de les donner tout de suite, il va attendre d'avoir les nouvelles qui sont évidemment beaucoup plus performantes. Donc au passage, l'Allemagne fait plutôt une bonne opération. Ceux qui ont joué le jeu dans l'affaire, il faut le dire, sont les Suisses, qui ont accepté de reporter leur livraison jusqu'à l'horizon 2028-2030. Ça, c'est loin, 2028-2030. C'est pas dans 6 mois. Non, c'est un peu bizarre quand même que l'Allemagne ne donne pas tout de suite ses batteries. Il faut du temps pour les transporter, les mettre en œuvre et qu'elles puissent, encore une fois, sauver des vies ukrainiennes. En tout cas, côté ukrainien, il y a cette idée qu'il faut profiter aussi de la bonne disposition de Donald Trump. Regardez cet appel dans le Washington Post du général Syrski qui réclame des missiles à plus longue portée et surtout l'autorisation de les utiliser contre la Russie, ce que Biden n'a jamais autorisé. Regardez, ils visent pratiquement tout, les Russes, les aérodromes, les zones peuplées, les infrastructures. Il est donc évident que nous avons besoin de missiles balistiques pour être en mesure d'infliger à l'ennemi une riposte appropriée. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut davantage de missiles à moyenne longue portée qui permettraient à Kiev, s'ils étaient fournis sans restriction d'utilisation, de ralentir la production d'armes russes en ciblant les infrastructures qui fabriquent ces missiles, ces drones, c'est-à-dire aller directement frapper en Russie les usines de fabrication pour
permettre de stopper ces bombardements massifs dont l'Ukraine est victime depuis ces dernières semaines, sans arrêt. On a vu des nuits à 800 drones lancés, ça pourra peut-être aller jusqu'à 1000, voire même 2000 selon un général allemand. Donc effectivement, la Sierski se dit, c'est le moment, il faut demander ça à Donald Trump. Oui, mais je ne suis pas convaincu que Donald Trump soit prêt à le faire, parce que faire ce qu'il demande, c'est quand même entrer dans une nouvelle phase de guerre contre la Russie, qui serait une guerre directe en réalité, parce que frapper le territoire russe, c'est déjà le cas, mais c'est quand même un peu, c'est quelques drones, et puis c'est ciblé avec les fabriques des fabriques de drones justement et autres. Mais là, transporter en fait le conflit d'Ukraine vers la Russie, c'est quand même assez dangereux. On parle, il y a quand même l'arme atomique, il y a quand même différentes choses que la Russie a. Et là, elle pourrait être, si vraiment son territoire devenait un territoire de guerre, je pense que la Russie ne mettrait plus de limite aussi à ses propres frappes vis-à-vis du reste. Donc on joue quand même avec le feu. Il y a juste une chose que je voudrais aussi dire sur l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne joue aussi son propre jeu. Elle essaye, avec un budget militaire qui est le double du nôtre, de se refaire une armée puissante et forte et de redevenir une puissance militaire en Europe. On peut se passer de patriotes pendant 9 mois. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. On ne parle pas non plus... Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la priorité allemande, c'est pas vraiment l'Ukraine, c'est vraiment se refaire, ça pourrait le devenir très vite, c'est ça le problème pour les Allemands. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, alors évidemment, Trump ne va pas livrer cet armement, je vous ai exposé tout à l'heure le peu qu'il avait livré. Il livre déjà pas le minimum. Le minimum aujourd'hui pour les Ukrainiens, ce sont des obus, des munitions. Ça, ils ne l'ont pas, et a priori, pour le moment, c'est pas prévu. Mais depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, on a quand même l'impression, ça s'est accentué sous Trump, que l'Ukraine, c'est David contre Goliath, mais en ce moment, Trump a attaché les mains de David dans le dos, ce qui fait qu'il ne peut absolument pas se servir de sa fronde. Donc les Ukrainiens sont en fait pieds et poings liés maintenant au bon vouloir de Vladimir Poutine, et ils ne peuvent même pas frapper tout ce qui est industrie militaire russe sur le territoire russe. Ils le font un tout petit peu avec leur propre armement, avec des drones qui sont de manière extrêmement intelligente bricolés pour accroître leur portée, mais ça reste très très insuffisant. On a vu par exemple ces frappes, il y en a eu plusieurs sur le site de production de drones Shahed Geran 2 pour le côté russe, sur la zone spéciale de Ilabunga au Tatarstan. Ils ont réussi à toucher la zone mais sans faire des dégâts très important, alors qu'effectivement, avec des missiles dont les Américains disposent, ils le feraient beaucoup plus efficacement. Et Magali, on a posé la question de Donald Trump. Est-ce que les Ukrainiens peuvent frapper Moscou ? Donald Trump a été assez clair. Il a dit « Ah non, je ne le souhaite pas ». Oui, alors il a été obligé de répondre en fait à cette question parce qu'il y avait eu des informations de presse sur une conversation qu'il aurait eue avec Zelensky où il lui aurait dit « Mais pourquoi tu ne vas pas frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg ?» Et Zelensky lui aurait répondu « Parce que j'ai pas l'armement qui me permet d'aller aussi loin. » Donc c'est peut-être aussi dans le cadre de ces informations de presse-là qu'il y a cette sortie de Sierski dans la presse américaine pour essayer de mettre un peu la pression. Mais en effet, vous le disiez, Donald Trump a été interrogé suite à cet article et il a dit à quel point il n'encourageait pas, évidemment, à ces frappes sur la Russie.